non-stop-people.com. Le Grand Show, il est 20h. Bonsoir, soyez les bienvenus. Merci beaucoup d'être avec nous. Ce soir, notre invité Michelangelo Loconte, il est avec nous pour nous parler de Mozart, l'opéra rock. Le concert s'est en tournée dans toute la France à partir du 20 septembre prochain. Vous allez tous savoir de cet événement, c'est dans un instant. Juste avant, le journal et la traditionnelle image du jour. Regardez cette affiche publicitaire. Sixte se sert de l'actualité et la détourne. Regardez ce message. Chère Valérie, cher François, chez Sixte, avec ou sans dents, on peut tous louer une voiture belle à croquer. Évidemment, ça fait référence à l'actualité et au livre de Valérie Trierweiler. Merci pour ce moment. Sixte qui avait déjà fait ce genre d'opération et d'affiches publicitaires pour Nicolas Sarkozy ou encore François Hollande avec le fameux casque et le scooter. Je vous redonne le hashtag de cette émission si vous souhaitez commenter cette image du jour, NSPGS. En attendant, nous on y va pour le journal et pour les titres. C'est parti. À la une de votre édition, un nouveau bébé royal pour Kate Middleton et le prince William. L'annonce a été faite en fin de matinée et vous verrez qu'à quelques jours du référendum sur l'indépendance de l'Écosse, les réactions à cette grossesse sont partagées. À la une également, Geneviève de Fontenay s'exprime en exclusivité sur Non-Stop People. Ce vendredi, lors du concours de l'élection Miss Algérie, l'ancienne présidente du concours Miss France a gaffé en évoquant l'Algérie française. Et elle a choisi notre chaîne pour s'expliquer, vous l'entendrez. Sans oublier Laurie, nouveau juré dans La France a un incroyable talent. Et ne manquez pas en seconde partie de votre grand show, Michelangelo Loconte qui viendra nous parler de la tournée Mozart Opéra Rock. Bienvenue sur Non-Stop People. Voilà donc pour les titres. C'est une nouvelle qui ravit tous les Anglais. Le prince William et la duchesse de Cambridge ont annoncé ce lundi la naissance future de leur deuxième enfant. Le palais de Kensington a ajouté que la grand-mère de William, la reine Elisabeth II, se réjouissait, était enchantée de la nouvelle. Le Premier ministre David Cameron a lui adressé également ses félicitations au couple princier. On voit tout ça avec Malik Traoré. Kate se sent bien. Ça a été quelques jours compliqués, mais nous sommes vraiment excités. C'est une très bonne nouvelle, mais pour l'heure, on va laisser les choses se calmer pour que Kate se rétablisse. L'annonce fait l'effet d'un grand boom, un baby boom. Comme un nouvel épisode d'un feuilleton à succès dont Londres, mais aussi le monde entier, aime se délecter. Le prince William et Kate Middleton attendent un deuxième enfant. Une information surprenante, pas sûre. Le couple n'aurait en effet jamais caché son désir de donner un frère ou une sœur au petit George né en juillet 2013, comme l'affirme Vincent Mélan, rédacteur en chef du magazine Point de Vue. C'est un scoop que ce soit aujourd'hui, mais c'est pas un scoop qu'ils aient annoncé un deuxième enfant. Puis la naissance du premier, on savait qu'ils auraient un deuxième enfant très vite. Ils s'en étaient jamais cachés et il n'y avait aucun doute là-dessus. Donc je crois que c'est un peu improvisé, qu'on a un peu du mal à savoir plus de choses que le fait qu'ils aient annoncé cette naissance. Une annonce heureuse, bien qu'un peu anticipée. Apparemment, l'annonce de la naissance a été un peu précipitée du fait que, comme pour le premier enfant, la duchesse de Cambridge est assez... apparemment, elle a un début de grossesse un peu compliqué et vraisemblablement, elle va annuler un certain nombre d'engagements qui étaient prévus avec le prince William. Donc, le fait qu'elle soit pas en très bonne santé a pris de court le palais et donc ils ont été obligés d'annoncer très vite. Une bonne nouvelle au moment où la monarchie britannique est mise à mal, notamment en raison d'un sondage du Sunday Times qui révèle que la majorité des Écossais est favorable à l'indépendance de l'Écosse vis-à-vis du Royaume-Uni. Évidemment, tout au long de la journée, les réactions se sont multipliées, les messages également. On fait le point avec Laura Mel. La grossesse de Kate Middleton est-elle stratégique? Cela semble tiré par les cheveux et pourtant, en Écosse, certains pensent que cette heureuse nouvelle aura de l'influence sur le prochain référendum. Le 18 septembre prochain, la nation est en effet appelée à voter pour ou contre son indépendance. Et alors que le oui est actuellement en tête des sondages, l'annonce de cette deuxième grossesse pourrait bien fédérer les Écossais autour de la royauté anglaise. La fidélité à la famille royale est très élevée ici. L'annonce de la naissance d'un nouveau membre va renforcer le nom qui, je pense, devrait l'emporter. Kate et William, comte et comtesse en Écosse, sont eux-mêmes attachés à cette nation. Ils s'y sont rencontrés en 2001 alors que le prince était encore étudiant à l'université de St Andrews où le couple est devenu une véritable mascotte. Nous sommes fous de tout ce qui concerne la royauté, donc ce bébé sera un autre membre de la famille St Andrews. Quand le prince George est né, le buzz était énorme, j'étais à la bibliothèque, tout le monde a applaudi. En sachant que les Écossais sont fiers d'être associés à la royauté anglaise, le couple a-t-il provoqué cette grossesse en prévision du référendum annoncé il y a 2 ans? Ridicule, c'est ce que répond Dickie Arbiter, journaliste britannique.
C'est absolument impossible. On ne peut pas savoir quand exactement est-ce qu'on tombera enceinte. D'autres préfèrent nuancer leurs propos. Il y a beaucoup de raisons pour lesquelles le non pourrait l'emporter. Ce ne serait pas simplement à cause de ce bébé, mais cette nouvelle plus d'autres choses qui concernent la famille royale pourrait influencer le résultat. On ne saura probablement jamais si cette grossesse a été anticipée. Ce dont on peut être sûr, c'est qu'elle suscitera l'attention de l'ensemble du Royaume-Uni. En bref, également dans l'actualité, on enchaîne avec une réaction, la réaction de Geneviève de Fontenay après la polémique déclenchée en Algérie. Lors de l'élection de Miss Algérie le 5 septembre dernier, la dame au chapeau a parlé d'Algérie française. Nous sommes allés à sa rencontre. Vous allez voir, elle parle d'un lapsus et ne comprend pas l'emballement médiatique. Explication d'Anne-Sophie Varmont. Geneviève de Fontenay l'affirme, sa phrase est un simple lapsus. Il ne faut en aucun cas y voir une référence au passé colonialiste de la France. J'ai dit l'Algérie et la France, enfin, comme j'étais bousculée pour laisser la scène, les candidates arrivaient, j'ai dit malencontreusement Algérie française, que je veux dire Algérie et la France. C'est lors de l'élection de Miss Algérie où elle était invitée que Geneviève de Fontenay a prononcé cette phrase malheureuse évoquant l'Algérie française. Et ces jeunes filles qui représentent justement cette belle nation qui est l'Algérie française, qui est l'Algérie, mais les Français en même temps, on est en France, mais oui. Les huées dans la salle ne se sont pas fait attendre et des commentaires incendiaires ont rapidement inondé les réseaux sociaux. Le ministre algérien de la Jeunesse a même parlé de propos méprisables. Une réaction disproportionnée pour Geneviève de Fontenay. Quand j'ai vu ça, j'ai dit c'est pas possible que ça puisse être interprété de cette façon, puisque tout ce que j'ai dit est contraire de ce que Algérie française aurait signifié si j'avais pensé. Elle rappelle en effet son affection pour le peuple algérien. Je défendais justement l'amitié franco-algérienne, que je serais très fière s'il y avait une jeune fille d'origine maghrébine, mais une nationalité française, qui soit élue un jour Miss Prestige nationale. C'est la deuxième fois que Geneviève de Fontenay participait à l'élection de Miss Algérie. Mais après cette polémique, pas sûr qu'elle soit invitée à nouveau l'an prochain. Et on enchaîne avec les premières images de La France a un incroyable talent. Les castings sont en cours. C'était un peu comme la rentrée des classes, les jurys qui arrivent. Et surtout, la petite nouvelle du jury, Laurie. Nous lui avons posé quelques questions quant à sa mission et la pression, évidemment, pour dénicher les futurs talents. On voit tout ça avec Claire Nicoff. 3 nouveaux jurés aux côtés de Gilbert Rozon pour la 9e saison du télécrochet La France a un incroyable talent. Ce lundi, le jury se trouvait au théâtre André Malraux à Rueil-Malmaison pour la première étape des sélections. L'occasion donc de faire un point sur la première en tant que juge pour la chanteuse Laurie. Je stresse un peu, hein. Je pense qu'il y a plein de candidats là qui sont en train de stresser. Et bien moi aussi parce que c'est une grande première et je pense que je vais m'éclater parce que j'ai des camarades très sympas et qui n'en perdent pas une. Un stress que la jeune femme connaît bien puisqu'elle a elle-même été jugée lorsqu'elle était candidate de l'émission Danse avec les stars 3 en 2012. Aujourd'hui, elle se retrouve de l'autre côté du miroir et est prête à transmettre les bons conseils. Moi j'ai tellement appris pendant cette expérience. On m'a donné des clés pour pouvoir changer des choses. Et ça me sert beaucoup aujourd'hui. Donc je vais essayer de faire la même chose pour certains candidats, essayer de leur donner les bons conseils, les bons petits trucs qui vont faire qu'il va peut-être y avoir un déclic pour ou leur carrière professionnelle ou leur vie en général. Actuellement donc en plein tournage, la nouvelle saison de La France a un incroyable talent sera diffusée cet hiver sur M6. Le désormais célèbre Gilbert Rozon se voit rejoindre cette année par la chanteuse Laurie, l'acteur Olivier Citruc et le metteur en scène Giuliano Peparini. Michelangelo Loconte est avec nous sur ce plateau. Bienvenue. Bienvenue. Merci beaucoup. Bienvenue. Oui, bienvenue à vous. Merci, et bienvenue, chers téléspectateurs qui nous rejoignent aussi, évidemment. Comment ça va? Parfaitement bien. On est ravis de vous accueillir sur ce plateau. On va parler de Mozart, l'opéra rock. Le concert, ça démarre le 20 septembre, tournée dans toute la France, et du 25 au 28 à Paris, avec l'Orchestre symphonique de Kiev. Alors, ça devait démarrer en juin dernier. À la base, finalement, ça a été reporté à cause des incidents de la crise en Ukraine. Mais cette fois-ci, ça y est, c'est parti. J'imagine que du coup, vous avez doublement hâte
de démarrer? Oui, c'est fraternel, on était liés à eux, donc du coup, on les a attendus. Et dans quel état d'esprit vous êtes? Il y a de l'excitation à l'idée de découvrir le public et de lui livrer cette nouvelle version? Vous savez, il y a toujours de l'excitation. Quand on fait ce métier, il y a toujours cette excitation, surtout cette nouvelle version dans laquelle on croit beaucoup. L'autre version, on était très concentrés, on était dans une pièce de théâtre. Cette fois, on est libre face au public, donc on a un impact beaucoup plus fort. Et donc, on a envie de tester ça dans ce pays parce qu'on a déjà fait des tournées en Russie. Comment ça s'est passé justement là-bas? Incroyablement bien. On est arrivé, on avait juste mis des affiches, donc on avait peur que ça ne marche pas. On a commencé et c'était de plus en plus jusqu'à atteindre des niveaux incroyables. C'était crescendo. Presque 800 personnes devant l'hôtel qui nous attendaient dehors. C'était incroyable. Et sur scène, là, comment ça va se passer? Il va y avoir des écrans géants. C'est une toute autre disposition par rapport à la première version? Nous, on est dans une configuration d'action. Mais par contre, on a une scène vraiment internationale. C'est-à-dire, on a presque 80 musiciens sur scène. J'intègre évidemment le groupe rock, la chorale qui vient de Kiev et l'orchestre symphonique ukrainien. Et c'est incroyable parce qu'on a des arrangements d'orchestre, on a des choses incroyables, on a vraiment des lumières immenses, plus encore que sur la comédie musicale. Et on a vraiment une grande scène internationale. C'est un vrai show. On va regarder une présentation en images, on reparle de tout ça juste après. Regardez. Après une tournée en Ukraine et en Russie, la troupe de Mozart l'Opéra Rock s'apprête à entamer une série de concerts en France. Un spectacle 100% live. Sur scène, le public retrouvera les 6 artistes de la troupe originale, parmi lesquels Florent Mott, Mélissa Mars ou encore Michelangelo Loconte. Ils interpréteront ces tubes qui ont fait le succès de la comédie musicale. Ils seront accompagnés d'un orchestre symphonique et d'une chorale, au total 60 musiciens et choristes, pour une expérience unique mêlant classique et rock. La troupe parcourra la France pendant 3 mois à partir du 20 septembre prochain et posera ses valises dans les plus grandes salles de France. Elle s'arrêtera notamment durant 4 jours au Palais des Sports de Paris, du 25 au 28 septembre prochain. Voilà, donc le rendez-vous est une nouvelle fois donné. Vous avez dit oui tout de suite pour repartir sur cette nouvelle version? Oui. Pourquoi? C'était quoi l'envie de retourner encore une fois avec Mozart, tenter cette nouvelle aventure? C'était magique. Ils nous ont appelés, ils nous ont convoqués carrément. On est allés et il s'agissait encore une fois de Mozart l'Opéra Rock, mais on ne savait pas du tout pourquoi, avec qui et comment. Donc on va, il nous présente des images de synthèse comme ça de notre scène. Et là, je comprends la grandeur. Vous savez, dans la carrière d'un artiste, c'est difficile qu'on se produise dans la grandeur. Et là, ça faisait la 2e fois que pour le même thème, j'étais porté justement à me produire sur une scène immense. Donc on a dit oui, c'était un concert symphonique, c'était énorme, organisé par des gens, une organisation qui s'appelle Vedest, qui s'occupe de prendre des grands talents comme Garou, Johnny Hallyday même, et Patricia Cass, et de les amener dans les pays de l'Est pour leur faire une grande carrière. Oui, vous avez le rôle titre en plus. Vous êtes vraiment sur le devant de la scène avec le rôle de Mozart. Comment est-ce que vous expliquez le succès qu'elle a, cette comédie musicale, et que du coup on reparte encore une fois sur une version et qu'on lui apporte encore de nouvelles choses? Le succès, c'est quelque chose c'est une alchimie, c'est de la magie, c'est une question de faire des choses belles aussi. Mais il y a des gens qui le programment, mais ce n'est pas la belle route pour le succès, parce que ça ne dure pas longtemps. Ce qui est bien, quand on veut vraiment du succès, la seule chose qu'on puisse faire, c'est de soigner tous les détails avec le plus grand amour qui doit être cohérente avec notre passion qui nous porte à faire ce métier. Et ça vaut même pour votre métier, pour le métier de tout le monde. Voilà. Et là, c'est le cas, en l'occurrence. Les moindres détails sont soignés. Est-ce que vous avez des points communs avec Mozart? Est-ce que son histoire vous touche? Parce que maintenant, vous l'incarnez quand même depuis de nombreuses années. Est-ce qu'il y a des points communs ou des similitudes entre lui, qui a existé il y a déjà plus de 2 siècles, et vous, aujourd'hui, qui l'a interprété sur scène, et que les jeunes, la nouvelle génération, quelque part, découvrent aussi à travers vous? Oui, en fait, il y a des points en commun au niveau... de la vie. Certains numéros, certaines choses comme ça de la vie, et ça, c'est juste drôle. Et après, si j'ai eu jamais des points en commun, c'est juste parce que je l'ai interprété avec le plus grand amour, et parce que pour moi, ça a été toujours une personne et pas un personnage. C'est-à-dire que pour moi, c'est un être humain encore incompris aujourd'hui. Et c'est pour ça que je l'ai fait avec le plus grand amour, en fait. Incompris, c'est-à-dire pourquoi? Les gens, quand ils pensent à Mozart aujourd'hui, ils pensent à un mec frivole, qui rigolait, qui faisait ça. À mon avis, beaucoup de choix faits pour l'émancipation de lui-même
face à un monde qui ne pouvait pas comprendre la nature du génie, qui est indomptable. Donc, voilà. C'est quelque chose de juste ce qu'il a fait. Vous savez, aujourd'hui, on fait des CD, lui, il voulait faire voyager sa musique. Regardez, et ça lui a été reproché de voyager tout le temps, d'être dispersé dans sa musique, alors que non, il a amené sa musique partout parce qu'il n'existait pas le CD. Et vous êtes un peu comme lui? Vous avez envie d'emmener votre musique un peu partout? J'espère pour les justes raisons. Ce seraient des similitudes qui me feraient beaucoup d'honneur. Mais je ne sais pas, parce que, vous savez, c'est pas comme Gainsbourg. On n'a pas des Ampex, on ne les connaît pas, ces gens-là. Je n'ai jamais rencontré Mozart, vous non plus. Donc non, ça c'est certain, ça aurait été compliqué. Comment est-ce que vous êtes retrouvé, vous, sur le projet de Mozart, l'opéra rock? Sur la première version, comment ça s'est passé? Je crois qu'il cherchait des sauvages. Ah, vous étiez un sauvage. Ouais. C'est-à-dire, on vous a appelé, comment ça s'est passé? C'était pas un peu le destin, quand même, que vous retrouviez sur cette comédie musicale? Parce que j'ai une image pour vous. Jean-Pierre Pilot disait, en 2008, qu'un jour, vous feriez Mozart, l'opéra rock. Oui. Donc, c'était avant. Donc, est-ce que, quelque part, c'était le destin que vous fassiez cette comédie musicale? Parfois, on est porté à y croire, surtout dans des situations de la vie, de cette façon. Oui, pour cette situation, oui, j'ai cru que c'était le destin. J'ai même rêvé, je le sentais. C'est vrai? Même quand, à bout d'un moment, j'ai refusé le projet. Ouais. Vous savez, en France, on est dans un pays de puristes. Les gens ne peuvent pas te pardonner de faire une comédie musicale sur la vie de Mozart si ce n'est pas fait dans le vrai prestige, dans la vraie qualité. Donc, si je me trompais de projet, si je me trompais de gens, si je me trompais d'artistes, de producteurs ou de réalisateurs, j'aurais été presque insulté par les médias, vous voyez. Alors que là, on l'a fait avec tellement d'amour, c'était Olivier Dahan à la mise en scène, donc c'était beaucoup de gens qui avaient mieux à faire que faire ça, mais ils l'ont fait parce qu'ils y croyaient. Donc quand on sort d'un Oscar, je veux dire, on ne va pas se mettre à faire n'importe quelle comédie musicale, n'importe quel musical. Surtout des gens qui refusent après des boulots en Amérique parfois. Et donc quand j'ai vu que c'était vraiment, les gens étaient investis, les artistes étaient investis dans ce projet, je pensais que c'était le juste projet. Et vous avez passé le casting? Oui, ils m'ont fait passer le dernier casting. Et là, ça a marché tout de suite? Ils ne me l'ont pas dit, mais oui. Mais ils m'ont fait ramer. C'est vrai? Ils ne me l'ont pas dit direct. Ils ne vous ont pas tout de suite dit Mozart c'est vous et Mozart c'est pour vous? Non, mais ils ont beaucoup rigolé quand ils m'ont vu, donc c'était très drôle, très drôle. Moi, je suis une personne extravagante, donc je suis allé avec les cheveux orange, je m'étais trompé de... Je voulais me faire les cheveux, donc je me suis raté. Et donc, ils ont dit, écoute, Michel-Ange, c'est parfait ton audition. Par contre, tu ne seras jamais coiffeur. Voilà, petit clin d'œil. Moi, vous gardez ça en tête. On va s'intéresser à présent à tous ces artistes qui sont passés comme vous par la comédie musicale. On va revoir ce qui s'est passé après pour eux et on va commenter ces images si vous êtes d'accord. Regardez, il y en a beaucoup de grands qui ont commencé par les comédies musicales. Regardez ce sujet. Le succès d'une comédie musicale garantit-il le succès d'une carrière solo? Impossible de répondre à cette question, même si plusieurs exemples peuvent laisser espérer de bonnes choses à venir pour Michelangelo Loconte et les autres, à commencer par Garou. Découvert dans Notre-Dame de Paris, son rôle de Quasimodo a lancé sa carrière. Désormais, c'est pas moins de 9 albums solo qu'il compte à son actif, mais aussi une place importante de juré dans The Voice et un rôle d'ancien dans Les Enfoirés. Mais Notre-Dame de Paris a aussi été très utile à Patrick Fiori. Le chanteur corse se fait connaître en interprétant le rôle de Phébus dans la comédie musicale. Damien Sargue, découvert dans la comédie musicale Roméo et Juliette, ou encore Emmanuel Moir, révélé dans Le Roi Soleil, sont eux aussi deux exemples de réussite solo après un succès commun. Mais il existe aussi certains artistes ayant fait le chemin inverse et qui prouvent que les comédies musicales restent toujours très attractives. Matt Pokora a d'abord connu le succès d'une carrière solo avant de se lancer en 2013 dans une nouvelle aventure, celle de la comédie musicale Robin des Bois. Michelangelo Loconte a donc pris le bon wagon, reste à s'imposer en solo, chose plus compliquée mais largement à sa portée. Va-t-il lui aussi avoir le droit à sa success story? Réponse dans quelques années. Alors quand est-ce qu'on vous voit en solo, Michelangelo? Ça dépend au 50% de moi, ou au 80% de moi. Et après, il y a la petite partie des gens qui doivent accepter de me produire. C'est qui, les maisons de disques? Voilà, ou alors des maisons d'édition, etc. Le problème, c'est que vous savez, le succès d'une maison de disques, d'une maison d'édition ou d'un film, etc., passe parfois à travers des risques. Et donc, parfois, ces genres d'organisation doivent être confrontés à
à avouer que parfois il faut du risque. Voilà. Alors moi, je les mets parfois en embarras. C'est ce que parce j'allais que dire, je les vous oblige. proposez du risque parce que vous êtes très original, vous avez votre propre univers. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les maisons de disques sont un peu frileuses à l'idée de miser sur vous? Non, mais en fait, je comprends aussi. Oui, mais à mon avis, ils sont un peu frileuses. En même temps, je n'ai jamais vu toutes les maisons de disques. Mais je sais par expérience aujourd'hui qu'ils commencent avec un grand enthousiasme. Ouais. Et après, justement, ils se posent des questions sur la suite. Et quand on veut oser des choses en musique, ou quand on veut inventer un genre de musique, ou quand on veut fusionner des choses, évidemment, ils se tracassent beaucoup. Et parfois, ils mettent de côté le projet parce qu'ils ont peur de le sortir tout de suite, etc. Voilà. Et pourquoi, du coup, vous ne passez pas par des sites comme My Major Company, où là, c'est contributif, du coup, vos fans peuvent miser, et là, vous pouvez leur proposer ce que vous avez envie de faire? Parce que pas encore. Peut-être. Pas encore. Pourquoi pour Parce que je veux avoir une certaine cohérence avec ce que j'ai fait avant avec Mozart l'Opéra Rock, et je voulais avoir une discussion avec la maison de disques, parce qu'il me faut aussi du développement, vu que j'invente des choses parfois. Et quand on fait de la création, parfois de l'expérimentation, on a besoin parfois du développement de la maison de disques, et la maison de disques suive, et que ce soit une grande aventure. Où l'un et l'autre, où vous êtes liés, en fait, finalement. Mais est-ce que vous n'avez pas peur d'être un peu enfermé dans le rôle de Mozart, et qu'après, ça soit compliqué pour vous de faire d'autres choses? Non, parce que c'est logique. Moi, j'ai fait Mozart parce qu'eux, ils m'ont vu là-dedans. Je n'ai pas changé de look pour faire Mozart, je ne me suis pas transformé pour ce personnage. C'est eux qui ont vu le personnage en moi. Donc, du coup, ils m'ont demandé d'être moi-même, avec le même look, avec le même univers, pour représenter, pour donner une idée d'un Mozart d'aujourd'hui. Donc, du coup, c'est cohérent. Même mon album, il est cohérent. Moi, je fais parfois du rock avec le clavecin. D'accord, donc, du coup, effectivement. Comment on veut que ce soit différent? Donc, ça ne me fera jamais peur d'avoir été Mozart. Et qu'est-ce que vous faisiez juste avant Mozart? Pour les gens qui vous ont découvert dans cette comédie musicale, vous travailliez déjà dans la musique. Qu'est-ce que vous faisiez énormément, que ça. Je travaillais dans la musique quand ça allait à mon avantage et à mon désavantage. C'est-à-dire? C'est-à-dire quand on fait ce métier pour mourir mieux, pas pour vivre mieux. J'étais vraiment un sauvage. Je faisais que des concerts live et j'allais au Brésil, en Allemagne. Chaque fois qu'un groupe il voulait un artiste qui court et qui chante, etc., qui fasse musique, théâtre, qui a un regard, etc., il m'appelait, donc j'étais... Et vous arriviez à gagner votre vie à cette époque? Oui, tout juste. Tout juste? Tout juste, mais vous avez connu des années de galère aussi, non? De façon très sauvage. Oui, bien sûr, ça arrive. Ouais. Ça arrive quand on veut faire une vie comme ça, oui, ça arrive. Parce qu'en plus, j'ai pas accepté tous les compromis de ma vie, donc du coup, ça me porte parfois à faire devenir plus difficile. C'était la liberté avant tout des choix? C'est important pour moi d'être fier de moi. Pour votre famille aussi, pour tous ceux qui vous entourent. C'est ça, vous avez fait beaucoup de théâtre aussi, je crois. Oui. De 5 à 21 ans? Oui. C'est vrai, ça aussi, du coup, ça vous permet de nourrir votre jeu sur scène. Est-ce que vous savez ce que vous préférez chanter, jouer la comédie, danser? Non, parce que dans ma tête, c'est pas si différent que ça. Moi, ma sensibilité, elle peut se décliner dans plusieurs... voilà, c'est un truc comme ça. Je ne permets jamais à une art d'emprisonner ma sensibilité. Donc, moi, par exemple, quand j'ai un truc à dire, c'est pas dit que ce soit en musique, je peux le dire en tableau. En dessinant. C'est une manière de faire passer vos idées et vos messages. On va accueillir à présent Anthony Benasseur qui va dresser un portrait Twitter de vous. Est-ce qu'Anthony est prêt? Il est là, magnifique. Avec une... Mais alors, qu'est-ce qui vous est arrivé? Il fallait un petit hommage. Mais vous remarquez, Anthony? C'est la première fois. Exactement, c'est un petit hommage. Voilà, c'est pas aussi bien fait. En tout cas, vos yeux bleus. Oui, on les voit bien. C'est magnifique. On va le garder pour toutes les autres chroniques, en fait. Ah, c'est magnifique. Bon, vous êtes superbe. On y va? On y va, allez-y. Michelangelo, vous m'avez donné beaucoup de travail. Oui. Wow. Oui, je suis pas assez bien payé pour faire tout ça. Et vous êtes hyper actif sur Facebook et Instagram, beaucoup moins sur Twitter, vous le disiez tout à l'heure, c'est pas géré par vous. Et finalement, c'est pas plus mal parce que déjà avec Facebook et Instagram, on a une tonne de choses. Je vais essayer d'aller vite. Vous partagez énormément de choses. Ça va des photos de votre chat, Eden, à celle de vos parents, Ripalta et Jérémia, de votre frère Pietro et de votre sœur Angela. Tiens, Angela, justement, voilà. Elle aussi, on la voit sur cette photo. Elle aussi est active sur Facebook. Grâce à elle, j'ai retrouvé cette photo de vous, bébé. Ouais, voilà, le sourire est naturel et la couche est propre. Tant mieux. Un peu plus tard, à 17 ans, la photo est d'un dénommé Roberto Russo. Vous continuez de développer votre goût pour la musique et surtout le dessin. Et oui, vous partagez beaucoup de vos œuvres sur les réseaux sociaux.
une passion qui ne vous a jamais quitté, bien au contraire. Regardez, alors sur ce cliché, voilà, vous faites honneur finalement à votre prénom et à vos origines italiennes, Michelangelo. C'est un peu votre chapelle Sixtine, là, en pleine, en pleine construction. C'était en 2002. D'ailleurs, vos fans savent que vous êtes un amoureux de l'art plastique et du dessin. Ils vous le rendent bien, parce que je crois qu'ils sont assez nombreux à vous dessiner, à vous envoyer leurs dessins. Énormément. Vous en avez toute une collection en fait. Il y a même des poupées, des choses, des sculptures, c'est incroyable. Ils font des créations incroyables. Vos inspirations artistiques sont nombreuses, Michelangelo. Cette chronique est beaucoup trop courte pour toutes les évoquer, mais on peut en citer quelques-unes de référence. Charlie Chaplin, Adriano Celentano, surnommé l'Urlatore, je le dis bien. Oui, c'est ça, 150 millions de disques dans le monde, c'est énorme. Stanley Kubrick, Shakespeare, et oui, vous êtes un poète amoureux de toutes les formes de culture, et ça se voit. Aussi, il y a beaucoup de choses. Ouais, il y a énormément. Sincèrement, je ne pouvais pas tout citer, il y avait beaucoup. Il y avait des pages entières. Et ça se voit justement que vous êtes un amoureux de la culture. Quand on regarde votre appartement, on voit. C'est un peu fouillis, il y a pas mal de choses. Il y a de la musique, il y a des DVD, il y a des livres. Il y a vraiment énormément de choses. Vous êtes également un hypersensible à la musique, bien évidemment. Vous êtes un hypersensible dans votre quotidien. Le quotidien, justement, vous l'oubliez un peu en rêvant, tel Peter Pan. Vous prenez plaisir à voguer vers un pays, des pays plutôt qui n'ont rien d'imaginaire. C'est votre univers, l'Italie, la mère patrie, la France avec Mozart, l'opéra rock. Voilà, c'est l'Orbis Terrae de Michelangelo. Et ce logo qu'on retrouve en bas de cette carte, on le retrouve un peu plus loin sur votre compte Instagram. C'est le blason d'une boîte. Oui. Vous avez une boîte, semble-t-il, vous déplacez beaucoup avec. Oui. Et dans cette boîte, il y a apparemment des micros, un compas et des accessoires d'ange. Oui, oui. Et là, la phrase, c'est « J'ai toujours eu les yeux au ciel ». Ça veut dire ça en bas. Qu'est-ce que c'est que des accessoires d'ange? Alors, vous savez, je ne vous le dirai pas, mais par contre, sachez qu'une boussole, des choses comme ça. Mais par contre, vous savez ça, c'est pas moi qui ai fait la boîte. C'est des gens c'est des admirateurs en Russie. Qui vous ont fait cette boîte-là. Vous avez pas mal de petits objets avec lesquels vous déplacez partout. Et justement, vos fans aussi, vous les emmenez un peu partout, et c'est peut-être pour ça qu'ils sont aussi nombreux à vous déclarer leur amour. Ouais, c'est mignon. Ils sont un petit peu avec vous dans cette boîte. Merci beaucoup, Anthony. Pour rester avec nous, il nous reste 2 petites minutes avant la fin de cette émission. On va faire un petit quiz Mozart, si vous êtes d'accord. Vous êtes prêts? Forcément, vous avez Ahmed Versailles, le maquillage. Puis je pense qu'il connaît beaucoup de choses. On va commencer par vous, par une première question. À quel âge Mozart compose-t-il sa première œuvre? 6 ans. Bonne réponse. Eh ouais. Premier opéra à 11 ans, je crois. Pas mal. Quelle est la particularité de Mozart, Anthony? Je vous donne 3 propositions parce qu'il faut l'aider un petit peu. Il lui manquait un doigt à la main gauche, il était sourd, ou il composait sans rature. Sourd, non. Oui. Le doigt en moins, non. Donc il composait sans rature. Bonne réponse, absolument. Où est né Mozart? Très vite chez vous aussi, je suis sûre que vous trouvez c'est facile. Vienne. À Vienne, je ne savais pas. À Vienne. Bravo. La musique fut le domaine de prédilection du père de Mozart. Pour quelle raison? Il rédigea un traité pédagogique pour apprendre le violon. Il dirigeait la chorale de Salzbourg où il était luthier pour la cour de Vienne. Alors Alexandra, moi je vais appeler un ami. 50-50 peut-être. Moi je sais. Alors il était luthier, non? Il était pas. Non. Il avait écrit un livret comme ça pour l'apprentissage de violon. Absolument, très bonne réponse. Quel est le dernier opéra que Mozart a composé? Est-ce La Flûte enchantée, Don Giovanni ou Les Noces de Figaro? Qui a la réponse? Don Giovanni. Non. Les Noces de Figaro. La Flûte enchantée. C'est exactement ce que je voulais dire. Ouais. Et puis on va terminer avec une dernière question. Comment se déroulèrent les funérailles de Mozart? On a beaucoup parlé de ces musiques. Non, c'est pas la bonne réponse. Désolé. Un enterrement et un deuil national, la fosse commune ou est-ce qu'il a été inhumé dans un caveau familial? Il y a une polémique. Si vous cherchez sur Mozart sur Internet, c'est la fosse commune. Bonne réponse. Et oui, il a eu un enterrement, ce qu'on appelait à l'époque de 3e classe, malgré son talent. Voilà, j'espère que vous en avez pris un petit peu plus sur Mozart. Oui. Vous aussi chez vous. Merci beaucoup. Vous êtes très bien dans le rôle des questions-réponses. On devrait faire un jeu comme ça. C'est pas mal. On peut s'y faire. Je rappelle. Mozart, l'opéra rock, le concert à partir du 20 septembre en tournée dans toute la France. Allez-y, c'est super. Ouais, c'est génial. C'est génial, c'est magnifique, une vraie dimension. Puis Michelangelo, vous venez nous voir évidemment quand vous voulez sur ce plateau. Vous êtes le bienvenu. Quant à nous, on se retrouve dans quelques instants pour le journal. Surtout, ne bougez pas. On vous fait tous des gros bisous. À tout de suite. Merci Anthony. Merci Michelangelo. Merci beaucoup. Merci à vous.
Le 20 septembre, participez aux Pyramides de chaussures et soutenez Handicap International. Nous sommes de retour sur ce plateau, soyez les bienvenus si vous nous rejoignez. Ce soir, lundi, Michelangelo Loconte est notre invité. Il vient nous parler de Mozart, l'opéra rock, le concert.